30 juin, la RDC fête ses 65 ans d'indépendance dans un contexte marqué par une escalade de la violence et la persistance de l'agression rwandaise. Face à ces attaques extérieures, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a renforcé son appel à l'unité nationale, à la solidarité et à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Au Sud Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies séjourne à Uvira depuis ce week-end. Bruno Lemarquis est parti faire une évaluation de la situation sécuritaire et mettre en place les faisabilités des retours de certaines agences du système des Nations Unies dans la province pour assister les déplacés. La 4e conférence internationale sur les financements du développement s'ouvre ce lundi à Séville, en Espagne, dans un contexte de baisse généralisée de l'aide au développement, avec notamment les démantèlements en cours de l'USAID. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Dans son discours à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué les accords RDC-Rwanda et RDC-États-Unis, affirmant les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles vont bénéficier avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. Suivez les présidents de la République dans cet extrait choisi par Crispin Chivinkoufoua. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. À l'occasion de ce 30 juin, le regroupement politique LGD allié a également exprimé ses vives inquiétudes par rapport à la dégradation de la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Suivez le secrétaire général de ce parti, Franklin Chamala, est au micro de Jean-David Kilolo. Très chers compatriotes,
Le 30 juin est gravé dans notre mémoire collective comme le jour où le peuple congolais a accédé à son indépendance. Mais le 30 juin 1960 n'est pas simplement une date. C'est aussi et surtout un symbole, un aboutissement d'une lutte acharnée pour conquérir et arracher notre souveraineté. Cette lutte menée par nos pères de l'indépendance est une leçon, alors une grande leçon. Mieux, un héritage qu'ils nous ont légué, un état d'esprit indiquant que rien, alors plus rien ne peut être obtenu sans sacrifice. Très chers compatriotes, en ce moment solennel et au nom du président du regroupement politique LGD et Alliés, l'honorable Matata Ponyo Mapon, je rends un vibrant hommage à nos pères de l'indépendance, avec au premier plan Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu. Cet hommage revêt pour nous une signification toute particulière en ce moment où notre pays est engagé dans un processus de reconquête de sa véritable indépendance politique, économique et même démocratique. Je nous invite à nous incliner devant la mémoire de celles et de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la patrie, qui leur sera toujours et éternellement reconnaissant. Je nous invite à faire de même devant la mémoire de celles et de ceux qui continuent à périr par les armes à travers tout le pays, mais aussi devant la mémoire de celles et de ceux qui périssent à petit feu par les conditions de vie qui se dégradent de plus en plus du fait de la mauvaise gouvernance. Sans oublier celles et ceux qui périssent ou celles et ceux qui vivent en exil à cause de la justice injuste pratiquée dans notre pays 65 ans après l'accession de notre pays à sa souveraineté internationale. Très chers compatriotes, la commémoration de notre indépendance cette année est toute particulière, car, comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis majeurs, et c'est là sur tous les plans, politiques, socio-économiques et sécuritaires. Sur le plan politique, la mise en place des institutions issues des élections chaotiques de décembre 2023 a créé la méfiance et la fracture sociale, au lieu d'instaurer la confiance entre les gouvernants et le peuple. À cela s'ajoutent d'autres mots qui rongent la gouvernance de notre pays, à savoir le tribalisme, le népotisme, la confiscation. Alors la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et l'instrumentalisation de la justice, de l'armée, de la police nationale et des services de sécurité. Dans l'actualité également, signature de l'accord de paix, les réactions se multiplient et fusent de partout, entre espoir et pessimisme, alors que les politiques et les organisations régionales et internationales saluent et soutiennent cet accord. Une frange de l'opposition critique et parle d'un accord fragile. Cet accord de paix est un point de départ, pas un objectif final, et doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice, le retour des familles déplacées et le retour des réfugiés à la fois en RDC et au Rwanda. Cette poignée de main entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC après la signature de l'accord de paix à Washington entrera dans l'histoire. C'est une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. L'accord prévoit l'arrêt des hostilités qui ravagent la région depuis plus de 30 ans. Parmi les réactions, l'on compte celle de l'Union africaine qui salue une étape importante pour le retour de la paix dans la région de Grand Lac. Un avis partagé par le secrétaire général de l'ONU qui appelle les parties à respecter pleinement les engagements. Sur son compte X, le président français Emmanuel Macron, qui se réjouit de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, souligne que c'est un pas historique après des décennies de souffrance. De son côté, la MONUSCO réaffirme sa pleine disponibilité à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix. Et pour la première ministre Judith Suminwa, cet accord ouvre la voie à un climat propice aux investissements. Deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation, la FDCA, qui salue et soutient l'accord de paix, insiste sur la bonne foi et l'exécution intégrale du dit accord par les partis. Cette plateforme politique et son autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, se range derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de remettre la RDC sur le rail du développement. Dans la même lignée, l'opposant Moïse Katumbi indique que cet accord ouvre enfin une lueur d'espoir pour l'Est de la RDC, longtemps meurtri. Un avis que ne partage pas le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere, pour qui l'accord de Washington
est une trahison envers le peuple congolais. Au Sud Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies séjourne à Uvira depuis ce week-end. Bruno Lemarquis est parti faire une évaluation de la situation sécuritaire et mettre en place les faisabilités du retour de certaines agences des Nations Unies dans la province pour assister les déplacés des guerres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka était l'hôte des marques de l'Expo universelle Osaka 2025 ce samedi. La chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation constituée de plusieurs membres de son gouvernement qui ont fait le déplacement de l'Empire nippon. On a également noté la présence de l'ambassadeur de la RDC au Japon, Lukumwena Nsenda, et celle de son homologue japonais en poste à Kinshasa, Ogawa Hidetoshi. La première ministre a commencé sa visite par les stands dédiés à la République démocratique du Congo. Elle y a découvert une exposition qui mêle richesse naturelle et culturelle, l'occasion de rappeler les rôles incontournables de la RDC dans la lutte contre les changements climatiques, entre autres avec ses tourbières. C'est toujours intéressant de voir dans un stand ce que la RDC peut offrir. Comme vous le savez, en tant que pays solution, il y a la faune, il y a la flore. Donc, on a des représentations de notre faune, de notre flore. On a la représentation aussi d'un certain nombre du fleuve, etc. Et qui démontre, et même les tourbières, parce qu'apparemment, on est le seul pays au monde à avoir les tourbières. Et donc, on est la deuxième forêt en Afrique, après l'Amazonie. Mais en termes de tourbières, on est les premiers. De la même manière, en termes de ressources hydriques, on est pratiquement à 60%, je pense, si je ne me trompe pas. Il faut rappeler que la plus grande tourbière tropicale du monde se trouve bien en RDC. Ces tourbières stockent des quantités colossales de carbone et leur préservation est donc essentielle dans la lutte contre les changements climatiques. À l'Expo universelle d'Osaka 2025, la culture congolaise fait bien parler d'elle et attire de nombreux curieux. Les œuvres des grands artistes, sculpteurs, plasticiens, couturiers et musiciens congolais rivalisent de mérite. Pour la chef du gouvernement, c'est un motif de fierté nationale. Nous avons quelques vestiges de notre icône Papa Wemba à travers quelques vêtements qu'il a eu à porter en tant que roi de la SAP, mais aussi certaines photos. Et nous avons aussi des instruments de musique, des tapis kuba, tout ce qui représente en fait la République démocratique du Congo et qui nous rend fiers d'être congolais. Judith Suminwa Tuluka a également rendu hommage au sculpteur Liolo, dont on peut découvrir les œuvres à travers un film diffusé dans les stands de la RDC. La première ministre a rappelé au bon souvenir des visiteurs combien les talents de ces grands artistes avaient conquis le Japon de son vivant. On a un film avec le sculpteur Liolo, qui est le seul artiste africain qui a eu à rencontrer l'empereur japonais. Et donc, on a même au niveau du musée impérial une œuvre de Liolo, comme nous avons pu le voir dans certains bâtiments en RDC, ici aussi au Japon. Nous avons cette représentativité à travers les œuvres de l'artiste Liolo. La patronne de l'exécutif national, cette expo universelle d'Osaka 2025 permet donc à la RDC de mettre en exergue son soft power, considéré aujourd'hui comme un levier stratégique dans la promotion de l'image du pays. À la suite de l'organisation à Paris du concert Solidarité Congo et au regard de son impact symbolique, le président Félix Tshisekedi avait estimé nécessaire d'engager une réflexion stratégique sur la consolidation du soft power congolais pour renforcer l'unité nationale et projeter une image positive de la RDC sur la scène internationale. Après la clôture de l'instruction concernant le détournement présumé des fonds destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani, le procureur général près la Cour de cassation a officiellement transmis les dossiers à la Cour de cassation. Le procès de l'ancien ministre d'État congolais en charge de la justice, Constant Mutamba, s'ouvre le mercredi 9 juillet prochain. Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de 19 millions de dollars destinés
mené à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Le parquet reproche à ce dernier de ne pas vérifier l'existence de la société Zion Construction, bénéficiaire plutôt du contrat, ni contrôler l'état d'avancement des travaux. Les investigations n'ont pas permis de localiser ni les sites prévus pour la construction, ni les associés de l'entreprise qui font l'objet d'avis des recherches. La province du Kwilu devra abriter en décembre prochain la 13e édition de la conférence des gouverneurs. Cette annonce du chef de l'État a sans doute pris les Kilois au dépourvu, un peu comme les tonnerres qui arrivent sans prévenir. Mais est-ce que la province est-elle prête ou en mesure d'accueillir un événement d'une telle envergure après la grande réussite de Lualaba? Des questions comme ça taraudent les esprits des Congolais qui veulent voir ces prochaines assises se tenir avec succès. Héritier Tamboissine, ces dossiers. Dans quel état se trouve la province du Kwilu, prochaine province haute qui devrait accueillir les travaux de la 13e édition de la conférence des gouverneurs après les dernières assises de Lualaba? La question mérite bien sa place. Compté parmi les provinces les plus proches de la capitale congolaise Kinshasa, le Kwilu avec son chef-lieu Bandundu se voit malheureusement depuis des décennies, mieux depuis la création de la République, coupée du reste du pays. Bien que riche en ressources agricoles, notamment en produits vivriers tels que le maïs, l'arachide et l'huile de palme, faisant d'elle le grenier de Kinshasa, possédant également d'un potentiel halieutique important grâce aux rivières Kwilu et Kasai, la province tarde visiblement à décoller. Les sources locales précisent que Bandundu, capitale de la province du Kwilu, n'a que 9 km de routes asphaltées. Le dernier asphaltage remonte à l'époque du Zaïre sous Mobutu. Pourtant, la ville s'étend sur environ 220 km², manquant même de systèmes de transport en commun. Jusqu'en 2015, le transport urbain était assuré par les vélos qu'on appelait Toleka. Aujourd'hui, c'est la moto Wewa qui fait la fierté de l'homme de Bandundu. Le chef-lieu de la prochaine province haute n'a aucun supermarché, pas de sites touristiques, pas de lumière publique, même si la ville est alimentée 24 heures sur 24 en électricité grâce à une ligne haute tension de 12 MW en provenance des Maluku. La ville a-t-elle des hôtels pouvant accueillir les personnalités de marque? C'est la question sur toutes les lèvres des Kwilois et Kwiloises. Parlant d'infrastructure, la route nationale numéro 17 reliant Kinshasa à partir de Mongata à deux provinces de la région de Bandundu est sans doute depuis des années un véritable calvaire pour les voyageurs, surtout pendant la saison des pluies. Dans un état de délabrement avancé, cette route à terre rend la tâche plus que difficile aux usagers opérant sur les tronçons. La province est-elle dans les oubliettes? Comment accueillir les assises d'une telle envergure dans une ville manquant de bonnes infrastructures, notamment des installations, équipements des bases nécessaires? Plusieurs observateurs estiment que l'annonce faite par le chef de l'État pour la prochaine conférence des gouverneurs au Kwilu est un véritable défi majeur pour les autorités de la région, aussi et surtout une aubaine pour booster son développement afin de la rivaliser avec les autres entités. Le Kwilu et ses ressortissants sont en effet tous appelés à unir les efforts pour la matérialisation dans un bref délai et dans les bonnes conditions. La vision du commandant suprême des forces armées Félix Tshisekedi, car accueillir les officiels c'est aussi commencer tôt les préparatifs. L'accompagnement du gouvernement central est également attendu pour alléger la tâche à la province et lui permettre d'atteindre les objectifs assignés depuis la réception de la promesse sur la prochaine conférence des gouverneurs pour qu'elle se tienne avec conformité. À ces jours, les attentes des habitants se cristallisent autour des infrastructures et de l'accès aux services des bases. Parmi les préoccupations majeures, la réhabilitation des routes et l'électrification des zones rurales, jugées essentielles pour le développement de la province. À direction Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la problématique de la gestion des déchets plastiques a été au cœur de la conférence générale des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique. Une plateforme sur l'environnement qui a connu la participation de plusieurs experts. Ces derniers ont proposé quelques projets pour réussir cette mission face au réchauffement climatique. Avec le bassin du fleuve Congo, la RDC représente l'équilibre mondial sur l'environnement. C'est ainsi que plusieurs jeunes du pays
du SADC et de l'EAC se sont réunis en conférence générale pour discuter sur l'environnement et la gestion des déchets plastiques à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. La jeunesse constitue aujourd'hui, selon les statistiques, au-delà de 60% de la population. Et donc, c'est la jeunesse qui est aujourd'hui porteuse d'énergie. Elle est innovatrice et c'est elle qui est porteuse de tous les projets aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat vert. Plusieurs intervenants civilo-militaires de haute facture ont pris part à ce grand rendez-vous sur l'environnement. L'objectif était de créer l'émulation au sein de la jeunesse sur la question épineuse de l'environnement face au réchauffement climatique. Nous ne sommes pas un pays hautement industrialisé pour polluer l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, c'est la jeunesse qui doit se lever pour réclamer ces fonds de réparation. C'est la jeunesse qui doit aller avoir les accréditations pour aller à la COP et parler au nom de notre cher et beau pays. Dans sa mission de la préservation de la nature, la contribution de l'association sans but lucratif, le jeune travailleur pour la protection de l'environnement et de l'enfant a été d'un grand apport. Nous voulons que cette conférence, cette plateforme, soit une plateforme fêtière pour tous les acteurs, pour tous les activistes, pour tous les partenaires dans le domaine de l'environnement, soit connectés chaque fois et qu'on soit un grand réseau pour que nous puissions réfléchir et trouver des solutions durables dans la thématique de la préservation de l'environnement et de nos écosystèmes, de penser à quel sera notre lendemain. Cette conférence régionale de jeunes sur l'environnement a abouti à des grands projets sur la gestion des déchets plastiques, ceci après ateliers et réflexions. Je disais, la 4e conférence sur le financement du développement ouvre ses portes ce 30 juin à Séville, en Espagne. L'objectif est de mieux servir les intérêts des pays en développement afin de réaliser le programme développement durable à l'horizon. Plusieurs chefs d'État et des délégations qui ont fait les déplacements prennent part à ces assises. Du 30 juin au 3 juillet à Séville, en Espagne, se tient la 4e conférence sur les financements du développement. Objectif, mieux servir les intérêts des pays en développement afin de réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. 60 chefs d'État qui ont fait les déplacements et plus de 200 délégations et participants débattent et cherchent des solutions pour résoudre le problème de la dette qui s'alourdit, mobiliser davantage des capitals à moindre coût et faire des investissements porteurs de résultats. La réforme des institutions financières internationales sera également au cœur du débat. En s'adressant aux chefs d'État et des gouvernements et chefs des délégations venus à la 4e conférence sur le financement du développement, le secrétaire général de l'ONU a souligné que cette conférence n'est pas une affaire d'argent. C'est plutôt un cadre pour investir dans l'avenir. Nous sommes réunis car des milliards de vies dépendent des décisions que nous allons prendre ce prochain jour. Choisir l'ambition plutôt que la paralysie, la solidarité plutôt que l'indifférence et le courage plutôt que la commodité, a indiqué Antonio Guterres. Face à ces défis historiques, soyons à la hauteur, a lancé le président du gouvernement de l'Espagne, Pedro Sánchez Pérez Castellón, qui préside la conférence. Le roi Philippe IV a rappelé combien la ville de Séville, une ville méditerranéenne et atlantique tournée vers l'Europe et les Amériques, est ouverte au monde. Le roi Philippe IV et le président du gouvernement de l'Espagne, Pedro Sánchez, accueillent la conférence 10 ans après la 3e sur ce sujet, tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, en 2015. Le compromiso de Sevilla, qui en sera le fruit, prendra le relais du programme d'action d'Addis Abeba pour les 10 prochaines années. Et plus que 5 jours nous séparent du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations dames au Maroc. En préparation en Algérie, les Léopards dames ont été battus par les Fennecs. En tennis, les portes de l'Open International de Kinshasa se sont refermées le week-end. Le point complet de l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya Doucouré qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour Christian. Bonjour à vous Nathalie, merci beaucoup. Bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, pareillement. Bonne fête également aux milliers de téléspectateurs de Télé 50, plus particulièrement
aux sportifs qui nous suivent à travers le monde. Et par rapport à cette date du 30 juin, on commence là justement, Christian, 65 ans de l'indépendance. Quel bilan pour le sport congolais? Alors, il est négatif pour les disciplines collectives. Mi-figue, mi-raisin pour les disciplines dites individuelles, les cas de la boxe. Nathalie qui a essayé un tant soit peu de se démarquer la lutte, pour ne citer que celle-là. Généralement, les sports de combat ont essayé de déliner, bien évidemment, de la tête durant ces 65 ans de l'indépendance de la RDC ou après 65 ans de l'indépendance. Par contre, dans le sport roi, le football, le Congo n'a pas présenté grand-chose avec un championnat national décousu. Individuellement, Mazembe a essayé de faire quelque chose, contrairement à d'autres clubs qui ne sont restés que ombre d'eux-mêmes. Et au niveau de l'équipe nationale, Nathalie, la RDC court toujours derrière sa deuxième qualification à la Coupe du Monde 51 ans après, ce qui revient à dire qu'on n'a pas franchi vraiment un cap. Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine du sport en RDC. Bien évidemment. On va préparer, et plutôt on va parler des préparatifs. Coupe d'Afrique des Nations 2025, toujours pas de victoire pour les Léopards d'Am. Et c'est un aspect qui inquiète à 5 jours du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Au Maroc, les Léopards d'Am ont enregistré hier leur 9e défaite en amical. Et c'était bien sûr face au Fennec d'Algérie. Et ce, depuis la qualification à la CAN en décembre 2023. Ça fait 3 matchs sans victoire pour Hervé Epi depuis qu'il est à la tête du staff technique. Et il devrait en tout cas vite trouver une solution pour bien faire jouer ses pouliches qui sont logés dans un groupe, on va dire, très relevé avec le Maroc, pays organisateur, du Sénégal, mais également de la Zambie. D'ailleurs, je rappelle que le tout premier match des Léopards d'Am, ce sera bien sûr contre les Lions du Kinshasa. Le rendez-vous est pris. Dans l'entretemps, on parle tennis. Les portes de l'Open de Kinshasa se sont refermées. Oui, celles-ci se sont refermées avec succès, Nathalie. Les athlètes de toutes les catégories se sont donnés quand même à fond pour se démarquer. Et chez les seniors dames, c'est bien Nancy Onya qui a tenu son rang en battant en finale Catherine Ndeko 2-7-0, soit 7-5, 7-6. Chez les seniors messieurs, William Bouchamouka a défait Joël Meda 2-7-1, soit 6-3, 2-6 et 6-2. Dans la catégorie junior monsieur Loïc Saboué a dompté Éternité Kalonji 2-7-0. Et chez les juniors dames, Magu Mongali n'a fait qu'une bouchée des merveilles Malongi 2-7-0 après avoir organisé avec brio l'Open international de Kinshasa. Le comité Ngeleka annonce l'Open Widal, comme on peut bien voir sur cette affiche qui se tiendra du 5 au 12 juillet dans des terrains qui seront bientôt dévoilés et rassure en tout cas aux amoureux de la petite balle jaune que tous les athlètes qui ont pris part au tournoi international de Kinshasa seront bel et bien de la partie quoi de plus normal, nous régaler une fois de plus après cette Open. Ce sera bien sûr du 5 au 12 juillet prochain. La petite balle jaune ouverte, bon, Christopher, mais disons que vous avez engagé entre moi et Christopher. Jusque-là, on n'a pas trouvé de compromis. Sinon, c'est la petite balle jaune. Page noire, Adonis Ngambani s'est éteint. Oui, les sportifs sont en deuil. Adonis Ngambani, l'ancien vice-président de la Fédération des handball du Congo et l'ancien président de la jeunesse sportive de Kinshasa, devenu les Aigles du Congo, n'est plus depuis hier. Il a passé l'arme à gauche des suites d'une longue maladie. Et la dernière fois qu'il a assisté à un match de handball, c'était lors de la dernière CAN qui a été organisée bien sûr à Kinshasa. Voilà tout ce qu'on peut dire sur lui. Sinon, il a laissé des vestiges, on va dire, ineffaçables puisqu'il a marqué quand même son temps avec l'encadrement de la jeunesse. Voilà, que son âme repose en paix. Merci Chris pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Nathalie Yoko. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. 30 juin, la RDC fête ses 65 ans d'indépendance dans un contexte marqué par une escalade de la violence et la persistance de l'agression rwandaise. Face à ces attaques extérieures, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a renforcé son appel à l'unité nationale, à la solidarité et à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national.
Au Sud Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies séjourne à Uvira depuis ce week-end. Bruno Lemarquis est parti faire une évaluation de la situation sécuritaire et mettre en place les faisabilités du retour de certaines agences du système des Nations Unies dans la province pour assister les déplacés de guerre. La conférence internationale sur le financement du développement s'ouvre ce lundi à Séville, en Espagne, dans un contexte de baisse généralisée de l'aide au développement, avec notamment le démantèlement en cours de l'USAID. Restez avec nous tout de suite et la revue de presse. Et c'est avec vous, Héritier Tambois. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Nathalie et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Un seul sujet pour ce lundi, Héritier, agression rwandaise. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix le vendredi 27 juin à Washington. L'accord vise à mettre fin au conflit dans l'Est. Exactement, Nathalie Yoko, l'accord vise à mettre fin au massacre, aux hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, il a été signé à Washington le vendredi sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Pour Radio France Internationale RFI, qui titre « La RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix historique à Washington ». Il est prévu à la fin du mois de juillet un sommet inter-État avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, tous les deux conviés à la Maison-Blanche par Donald Trump. Le site d'information Courrier International, lui, s'interroge accord de paix Rwanda-RDC, prouesse diplomatique ou déni de réalité. Le média nous fait savoir que tout le monde s'accorde à le reconnaître. L'accord conclu vendredi entre Kinshasa et Kigali a quelque chose de symbolique, d'autant qu'il y a à peine quelques mois, personne n'aurait pu ne serait-ce qu'envisager une telle hypothèse. À l'inverse, ajoute Courrier International, du côté de l'Afrique et des Africains, cet accord met une nouvelle fois en lumière un statut préoccupant. Pour Radio Okapi, Nathalie Yoko, qui cite la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, cet accord n'a rien des bradages de nos ressources naturelles. S'exprimant ainsi à la télévision nationale congolaise RTNC, Thérèse Kayikwamba-Wadner a insisté sur le respect de cet accord pour une paix concrète dans la région, telle que recommandée également par le président américain Donald Trump. D'un média à un autre, BBC News Afrique écrit de son côté: l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda accueilli avec scepticisme dans une ville tenue par le rebelle. Ce site d'information rappelle que l'accord signé vendredi exige le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés présents dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais donne peu d'autres détails à ces sujets. D'accord, puis j'en termine là-dessus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déclaré ce lundi, renseigne Le Figaro, que l'accord ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce lundi. Nathalie Yoko. Merci beaucoup, Héritier, pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis partout. Juste après, vous allez suivre les communiqués de vœux à l'occasion de la date de ce 30 juin. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux au gouverneur de la ville-province de Kinshasa à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur et premier citoyen de la ville de Kinshasa, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK et au mien propre, je viens vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance.
L'émergence du Congo commence avant tout par une capitale modernisée et développée, et cela ne sera possible qu'en soutenant cette vision Kinshasa et Zobonga pour le bien-être de tous les Kinois dont vous assumez la lourde responsabilité. Ainsi, en cette 65e année marquant l'indépendance de notre pays, la communauté de la DGRK, dont j'ai la charge, vous réitère son engagement, celui de la mobilisation accrue des recettes et la lutte contre la fraude fiscale, afin de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique pour revêtir la ville de Kinshasa de sa plus belle robe. Puisse le Très-Haut vous remplir davantage de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Vive l'indépendance de la République démocratique du Congo, vive la ville de Kinshasa, vive l'indépendance. Bonne fête. Et c'est signé Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général de la DGRK. Message de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec l'expression des hommages les plus déférents au Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation et au vaillant peuple congolais. En ce jour où la République démocratique du Congo commémore le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration de la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Office congolais des contrôles OCC vous présentent leurs vœux de paix, de stabilité et de bonheur. Cette mémorable et historique date constitue une opportunité offerte à notre peuple pour davantage sceller la cohésion nationale et consolider la paix. L'Office congolais de contrôle OCC, tout en vous renouvelant son traditionnel dévouement, vous promet son soutien tous azimuts et vous rassure de son accompagnement dans tous les efforts que vous ne cessez de déployer, d'une part pour la reconquête de tous les territoires occupés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, ainsi que pour la sauvegarde de l'intégrité de l'ensemble du territoire national et d'autre part pour la réalisation de la grande ambition de développement que vous nourrissez pour notre beau pays. Puisse l'Éternel vous inonder de ses bénédictions et de ses grâces sans limite et qu'il daigne bénir notre pays que nous voulons tous unis, forts, prospères et démocratiques. Pour le conseil d'administration, le président Fortuna Ndambo et pour la direction générale, le directeur général, Dr Etienne Chimanga Utombo.